iFrance, le label des entreprises innovantes dans lesquelles investir. Bonjour à tous, je suis Pierre Compère, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire de lancement du label iFrance, un label distinguant des entreprises innovantes adhérentes de pôles de compétitivité français. Des pôles de compétitivité, ce sont des hubs d'innovation qui croisent les mondes scientifiques, économiques et industriels. Et c'est là où croît l'innovation dans les entreprises. En tout cas, c'est vraiment notre mission première. Donc, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, qui est un pôle de compétitivité spécialisé sur les questions agricoles, agro-industrielles et plus largement de la valorisation des agro-ressources. Et je vais être accompagné aujourd'hui de Pauline Capu, qui est déléguée générale à l'Association française des pôles de compétitivité. Bonjour Pauline, ainsi que Stéphanie Chaune, qui est directrice écosystème et animation au sein du pôle SCS, Solutions communicantes et sécurisées, et qui est l'animatrice de la démarche iFrance et du groupe de travail mobilisant différents pôles de compétitivité associés. On aura la chance également d'être accompagné de Guy Gourevitch, qui est président de France Angels, l'association des réseaux de business angels français, ainsi que de Pauline Roux, qui est coprésidente de la commission innovation de France Invest, l'association des investisseurs pour la croissance. Tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir poser des questions par écrit et je m'en ferai le porte-parole de façon à ce que vous soyez bien au clair sur qu'est-ce que le label iFrance, comment vous pouvez candidater en tant qu'entreprise, quel intérêt pour les investisseurs pour mieux qualifier leur deal flow. Je vous le dis tout de suite, ce webinaire est enregistré et vous aurez accès aux slides ainsi qu'au replay. Bien sûr, ce sera partagé aux participants et rendu public sur le site probablement de la FPC, des pôles de compétitivité partenaires et sur la chaîne YouTube du label iFrance. Je vais tout de suite passer la parole à Pauline Capu, qui, je vous le rappelle, est déléguée générale de l'Association française des pôles de compétitivité. On va se poser une question simple avec Pauline. Déjà, qu'est-ce que l'Association française des pôles de compétitivité? Qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? Et pourquoi penser porter un label pour les entreprises innovantes? Donc, Pauline, je t'invite à remonter sur scène, entre guillemets, et je vais te passer la main pour que tu puisses présenter effectivement les objectifs de iFrance et ce qu'est l'AFPC. Merci Pierre. J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est parfait, c'est super. Donc, je suis Pauline Capu, la déléguée générale de l'Association française des pôles de compétitivité. Donc, je vais vous dire en quelques mots pourquoi nous sommes impliqués dans cette action et vous rappeler ce qu'est un pôle de compétitivité. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent les pôles de compétitivité et en sont membres. Donc, je rappelle que les pôles de compétitivité sont pour la plupart des associations qui regroupent les acteurs clés de l'innovation sur un territoire donné et dans un secteur bien précis. Donc, ils réunissent à la fois des acteurs publics et des acteurs privés, donc des centres de formation, des centres de recherche et bien sûr des entreprises, que ce soit des grands groupes, des PME ou des ETI. Donc, les pôles de compétitivité se trouvent sur l'ensemble du territoire français et dans tous les secteurs d'activité. Donc, cette politique est menée depuis plus d'une quinzaine d'années et c'est l'État français qui donne les labels aux pôles de compétitivité, ce qui garantit un certain niveau d'exigence et d'excellence de cette politique. Donc, l'AFPC porte la voix de l'ensemble des pôles et de leurs plus de 20 000 membres, pour la plupart entreprises. Donc, l'association assure un lien direct avec l'État pour échanger sur la politique des pôles de compétitivité et ses objectifs, mais également avec la Commission européenne, puisque l'Europe est un sujet très important pour les pôles et sur lesquels ils sont particulièrement impliqués. Donc, l'AFPC se veut un acteur important de la politique publique de l'innovation, à la fois en France et en Europe. L'association est également, pour ses membres, un lieu d'échange de bonnes pratiques et de mutualisation. Donc, le label iFrance en est un excellent exemple, puisqu'il est issu d'un groupe de travail de la commission PME Finance. Donc, c'est une initiative qui est pilotée par Stéphanie, qui prendra la parole ensuite, et qui réunit l'intérêt de plusieurs pôles pour la levée de fonds. Donc, pourquoi ce label iFrance?
Tout d'abord, pour faire bénéficier aux entreprises d'un accompagnement de haut niveau, s'appuyant sur les compétences multiples et les expertises des pôles de compétitivité, donc à la fois les pôles technologiques et les pôles marchés. Puis, offrir une plus forte visibilité et faciliter l'accès aux investisseurs, notamment via nos partenaires France Invest et France Angel, que je remercie de s'associer à cette démarche. Et enfin, pour les investisseurs, faciliter la qualification du deal flow en distinguant des entreprises innovantes à fort potentiel, comme on peut les trouver dans les pôles de compétitivité avec une composante forte de l'innovation. Donc, le label iFrance, il prend la suite du label EIP, Entreprise innovante des pôles, qui existe depuis 2010 et qui est porté par un certain nombre de pôles. Donc, la démarche iFrance, elle vise à élargir le champ d'action du label EIP et à étendre les croisements de compétences entre les pôles. Mais le label EIP a déjà un beau palmarès à son actif, puisque entre 2010 et 2020, il représente plus de 370 labels attribués, plus de 150 levées de fonds réalisées et plus de 380 millions d'euros levés. Donc, en résumé, le label iFrance, il est pour les startups et PME innovantes, adhérentes d'un pôle de compétitivité impliqué dans la démarche iFrance, ayant engagé une démarche de levée de fonds, disposant d'un plan de croissance ou de développement ambitieux, et cela va de l'amorçage au capital développement, et ça s'adresse aux acteurs de tout type de secteur d'activité. Enfin, ce sera aussi oui, j'allais y venir, j'allais te poser la question pour que tu puisses préciser la complémentarité avec le label existant des pôles de compétitivité. On comprend toutefois qu'il y a bien un processus de sélection. Ce n'est pas toutes les entreprises innovantes adhérentes d'un pôle de compétitivité qui sont labellisées de facto. Il y a bien un processus de sélection que va nous détailler dans une seconde Stéphanie. Mais effectivement, quelle complémentarité avec le label historique, on va dire, des pôles de compétitivité visant plutôt des projets de R&D? Oui, on est bien d'accord que le cœur de métier des pôles de compétitivité, c'est l'accompagnement des projets d'innovation. Donc, les pôles ont déjà dans leur ensemble des labels qui accompagnent ces projets d'innovation, qu'elles soient collaboratives ou pas, pour se présenter à des guichets de financement d'aide publique. Le label iFrance, c'est une démarche complémentaire sur la levée de fonds et qui s'appuie sur les compétences des pôles, mais qui est bien différente de ces labels pour les projets d'innovation. Voilà, donc on est sur de la complémentarité qui s'appuie sur les compétences des pôles. Merci beaucoup, Pauline. Donc, on a finalement une véritable gamme de labels. Un label pour les projets détourés de R&D d'innovation visant des politiques publiques, visant des aides publiques. C'est le label des pôles de compétitivité. AgriSuez Innovation donne des labels AgriSuez Innovation pour des projets dédiés de R&D. Et iFrance, une démarche nationale, multipôle, qualifiant le projet d'entreprise dans sa globalité et visant des levées de fonds auprès d'investisseurs en capital. Merci beaucoup, Pauline. Je reprends la parole pour tout de suite la redonner à nos partenaires, représentés par la Fédération nationale des business angels et l'Association des investisseurs pour la croissance, France Angels et France Invest. Je vais commencer par Guy Gourevitch, qui est donc président de France Angels. Guy, je vous invite à brancher votre caméra et votre micro pour que vous puissiez tout simplement nous dire déjà qu'est-ce que ça représente France Angels à l'échelon français. Bien, merci. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Très rapidement, France Angels, c'est la Fédération nationale des business angels, c'est-à-dire des investisseurs individuels qui donc investissent une partie de leur patrimoine dans les fonds propres et les quasi-fonds propres des entreprises. Voilà, alors France Angels, c'est 5500, vous le voyez, business angels aujourd'hui en France, très bien répartis sur le territoire, puisque finalement, l'Île-de-France ne représente que 33% de notre activité. On a des activités dans toutes les régions. Nous investissons chaque année dans 250 entreprises nouvelles, ce qui n'est pas rien, au démarrage de leur activité, dans plus de 360 opérations. Ça veut dire que nous co-investissons entre nous
Nous co-investissons entre réseaux, entre clubs d'investisseurs, mais nous co-investissons également avec les acteurs et notamment les membres de France Invest. Donc, nous travaillons de façon très proche de France Invest et avec des fonds de co-investissement régionaux, voire des banques, hein, dans un total global de, grosso modo, vous le voyez, 50 millions. Voilà, 50 millions par an dans 250 entreprises. Et nous sommes très heureux de souligner que chaque fois que nous investissons 1 euro dans les fonds propres d'une entreprise, eh bien, elle se trouve en fait financée de 3 euros. Parce que nous avons un effet d'entraînement auprès de nos partenaires et notamment des banques qui voient les fonds propres des entreprises être renforcés et donc sont beaucoup plus enclines à attribuer des financements de bas de bilan, comme on dit, si bien que les entreprises se trouvent chaque année financées à hauteur à peu près de 120-130 millions. Voilà, nous créons et nous maintenons 2500 emplois par an, ce qui fait une force, je dirais, d'implication, d'impact dans l'économie du pays qui est tout à fait importante. Vous voyez en dessous les différents secteurs dans lesquels nous investissons. Nous sommes absolument multisectoriels. Cette année, comme par hasard, je dirais, pour la première fois, le secteur de la santé est le premier secteur, mais nous sommes également très présents dans le digital, hein, et dans les biens de consommation, également dans l'industrie. Et je vois le pôle Agri-Sud-Ouest, hein, nous allons créer, nous sommes sur le point de créer un nouveau réseau thématique sur l'agritech. Donc, je suis très heureux de pouvoir l'annoncer aujourd'hui. Voilà, Super, en gros, merci pour, merci pour ce scoop. voilà, Pour ce ça vous scoop. ferait plaisir. Donc, Ah bah, pas qu'un peu, voilà. et surtout nos adhérents. Voilà, un dernier mot très rapidement. Nous avons donc différents types de réseaux, en général des réseaux sectoriels généralistes, hein, des réseaux, je veux dire, locaux, régionaux et généralistes, mais nous avons également des réseaux sectoriels ou technologiques qui sont des réseaux thématiques, hein, Angel Santé, Cosmetic Angels, maintenant Agri, Agritech, nous avons Mare Angels, etc. Donc des réseaux où les investisseurs sont beaucoup plus sensibilisés au secteur ou à la technologie. Nous allons créer un réseau spécialement focalisé sur l'intelligence artificielle, par exemple. Voilà. Et puis nous avons également des réseaux, ce qu'on appelle affinitaires, c'est-à-dire des anciens des grandes écoles, femmes business angels, etc., qui est un de nos principaux réseaux. Et tout ça fait une grande famille d'investisseurs individuels qui ont plaisir à la fois à investir et surtout à accompagner les entreprises dans lesquelles nous investissons. Voilà, très rapidement en quelques mots. Je Parfait. serai prêt à des questions tout à l'heure, bien sûr. Question courte, réponse courte. Guy, pourquoi finalement être présent aujourd'hui pour ce webinaire de lancement et plus largement, pourquoi soutenir la démarche High France? Alors, je dirais par culture de France Angels, parce que je rappelle quand même que France Angels a participé dès l'origine à la création du label EIP. Et donc, c'est dans la continuité de notre action que nous sommes très heureux de soutenir, évidemment, le nouveau label High France. Alors, pour nous, ça a une extrême importance, parce que quand nous investissons dans une société, le fait qu'elle porte un label qui a été octroyé par des pôles de compétitivité est pour nos investisseurs une garantie de crédibilité, à la fois sur la technologie, mais également sur la capacité, hein, de se développer et je dirais, de bien utiliser les sommes que nous investissons dans cette société. Donc pour nous, c'est tout à fait fondamental.
Merci beaucoup, Guy. On se quitte pas, hein. On reparle tout à l'heure ensemble une fois que Stéphanie nous a présenté le processus. Je passe la parole maintenant à Pauline Roux, qui est coprésidente de la commission innovation chez France Invest. France Invest, l'association des investisseurs pour la croissance. La commission innovation, l'innovation, ça nous parle dans les pôles de compétitivité. Pauline, peut-être quelques mots-clés ou quelques chiffres clés sur France Invest? Oui. Merci Pierre. Donc enchantée d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Pauline Roux. Je suis effectivement coprésidente de cette commission chez France Invest qui a vocation à animer le secteur du private equity, donc des financeurs, investisseurs privés, sur les sujets de capital risque et de capital innovation. Par ailleurs, je suis partenaire dans un fonds de capital risque qui s'appelle Elaya. Et donc, cette casquette France Invest que j'ai aujourd'hui, c'est pour vous expliquer que France Invest, c'est l'association donc des acteurs du private equity, donc essentiellement des fonds d'investissement, mais aussi des conseils ou autres types de fournisseurs de services qui peuvent accompagner les sociétés de croissance. Ça représente aujourd'hui à peu près 400 membres en termes de fonds d'investissement et à peu près 200 en termes d'acteurs serviciels. Et cette association qui existe depuis une quarantaine d'années, elle a vocation à faire connaître le métier du private equity parce que parfois l'investisseur en capital peut susciter quelques incertitudes ou quelques craintes. Et donc, c'est d'expliquer quelle est la démarche de ces actionnaires qui viennent au capital de sociétés innovantes pour aider à les accompagner, à se développer, à développer des ambitions internationales aussi. Et du coup, si on résume en quelques chiffres, c'est à peu près 7000 acteurs du coup professionnels qui sont regroupés dans cette association et ça représente depuis la création de France Invest à peu près 20 milliards d'euros investis. Vous n'êtes pas sans savoir que la French Tech actuellement a un dynamisme absolument éblouissant. On a tous les jours de superbes annonces et donc France Invest a vocation à être l'acteur regroupant et à amener un peu de leadership autour de tous ces acteurs financeurs privés. Même question, Pauline. Pourquoi soutenir la démarche High France? En fait, nous, notre positionnement en tant qu'investisseur en capital, entre guillemets, institutionnel, c'est de venir juste après le réseau que Guy anime chez France Angels. C'est après du financement, j'allais dire, individuel, personne privée, qui en général correspond à ce qu'on appelle de l'ultra-amorçage. Et nous, on intervient sur la phase de maturité juste après. Et même si on intervient la plupart du temps un tout petit peu plus tard, en capital risque, quand les sociétés ont démarré la plupart du temps commercialement ou en tout cas ont un produit développé qui est à même d'être commercialisé même s'il ne génère pas encore de revenus. C'est hyper important pour nous d'être très très proche des réseaux d'innovation parce que c'est là où en gros on va aller chercher nos pépites de demain. Et plus les pépites de demain, elles sont jeunes et elles sont, j'allais dire, peu matures, plus c'est intéressant pour nous de les suivre dans le temps. Et effectivement, le label High France a vocation à détecter ces pépites, à les accompagner aussi, parce que avoir une belle technologie, avoir de la connaissance scientifique, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire une société qui va fonctionner et qui va pouvoir se développer. Donc, c'est un accompagnement qu'on soutient parce qu'il est extrêmement important dans les phases d'amorçage d'une boîte. Et donc, évidemment, c'était tout naturel pour nous de s'associer à cette initiative. Et puis, j'imagine que c'est aussi des entreprises à ces stades-là d'amorçage, des entreprises innovantes qui sont peut-être plus risquées et le label peut apporter quelques gages pour dérisquer le plan de développement de l'entreprise. Complètement. On pense que on traverse des phases au début d'un projet entrepreneurial qui sont parfois un petit peu critiques et le label a vocation effectivement à venir qualifier les sociétés qui sont supposément les bons prétendants à recevoir du capital risque et du financement privé d'acteurs institutionnels, en effet. Et on est bien d'accord que quel que soit le secteur d'activité, notamment à l'industrie, c'est une question qui a été posée par un des participants qui était peut-être un peu surpris du relatif peu d'investissement dans l'industrie pour France Angels. On reposera la question à Guy tout à l'heure, mais j'imagine bien que pour France Invest, l'industrie et le secteur industriel innovant reste un secteur d'activité clé. On n'est pas que sur de la plateforme web ou de l'application. Bien sûr, le monde numérique est en train de devenir pervasif, c'est-à-dire qu'en fait,
Avant, on disait qu'il y avait des fonds qui faisaient que du digital, mais en fait, en réalité, aujourd'hui, le digital va s'insuffler partout, et y compris dans les milieux industriels, la robotique, certains logiciels qui vont venir traiter des process industriels. Donc, en fait, France Invest, comme la plupart des investisseurs, ont vocation à embrasser tous les secteurs de l'industrie. Il se trouve qu'après, les acteurs de capital risque vont avoir des focus d'investissement qui vont être peut-être plus marqués, ce qui d'ailleurs les différencie et leur permet d'accompagner les boîtes avec plus d'expertise. Mais effectivement, vous aurez, quelle que soit la nature de votre activité, des gens qui seront à même de vous répondre. Oui, il n'y a pas que le digital, je suis d'accord. Merci beaucoup, Pauline. On se reparle tout à l'heure. Je vais tout de suite passer la parole maintenant à Stéphanie Chaune, qui va nous présenter concrètement comment, en tant que start-up et PME, je peux candidater au processus de labellisation High France. Stéphanie, je te passe la parole et la main pour que tu puisses présenter ce processus. Tu vas nous présenter les slides dans une minute. Voilà, c'est parti. Merci. Bonjour, merci Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être présente dans ce webinaire. Donc, je suis Stéphanie Chaune du pôle SCS. Donc, le pôle SCS, c'est un pôle de compétitivité basé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, solutions communicantes sécurisées. Et j'ai l'honneur et le privilège de piloter ce groupe de travail High France au sein de la commission PME de l'AFPC. Donc, on va rentrer dans le dur, si vous le voulez bien, et aborder finalement le processus, les grandes phases, le dossier de candidature, les échéances et les pôles qui sont déjà engagés avec nous dans cette action. 4 phases, en fait, pour rentrer dans cette démarche du label High France. La première phase, c'est bien évidemment de candidater. C'est absolument classique comme démarche, vous me direz. Donc, c'est un dépôt de dossier auprès de votre pôle référent. Ça, c'est la première étape. Chaque pôle mettra donc à votre disposition ce dossier de candidature. Je vous le détaillerai tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, il y a rencontre, échange sur le contenu de votre dossier, une fois que vous l'aurez rédigé. Et le pôle référent, celui qui vous concerne, travaillera avec à minima un autre pôle compétent sur votre dossier. Il peut y en avoir plusieurs. Tout dépend de votre domaine d'activité, tout dépend de votre phase de maturité, puisqu'on le rappelle, ce label est fait pour les entreprises start-up jusqu'aux PME plus matures. C'est la grande, d'ailleurs, différence aussi avec ce qui existait précédemment sur l'EIP. De l'amorçage au capital développement. Exactement, de l'ultra-amorçage jusqu'au capital développement. Exactement, pour utiliser les mots utilisés par les investisseurs. Tout à fait. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, bien sûr, quand on dit label High France, on sélectionne. On va apporter du qualitatif. On va challenger les dossiers. Donc, il s'agira pour vous de passer devant un comité de présélection. Donc, il réunira des experts sectoriels. Donc, la force des pôles, c'est ça, hein, marché, métier, techno. C'est ce pourquoi nous existons depuis le début et c'est pour ça que nous pensons pouvoir apporter un accompagnement de qualité. Et il y a aussi les experts de la levée de fonds, bien évidemment, puisque là, on est dans une démarche de levée de fonds. À l'issue de ce comité de présélection, il y a bien sûr une synthèse de décision avec des axes d'amélioration qui vous seront délivrés. Il est parfaitement normal de ressortir d'un comité de présélection avec des éléments qui vous permettent de progresser. Il y a bien évidemment aussi, à l'issue de ce comité de présélection, un go ou un no-go pour le comité national. Donc, on est toujours, rappelez-vous, dans une phase de sélection. La troisième partie, c'est l'accompagnement. Puisqu'on est sorti de ce comité de présélection, il y a des choses à améliorer, il y a du travail à faire pour rendre votre dossier encore meilleur. Donc, on va vous préparer. Et ça, c'est le pôle référent qui va le faire sur vos documents et en particulier sur l'exercice le plus crucial et le plus important a priori, qui est le pitch, ce qu'on appelle le pitch, donc la présentation orale, qui n'est jamais facile parce qu'il faut pouvoir dire tout en très peu de temps
pas trop non plus et pas assez non plus. Donc, il y a un équilibre à trouver qui est toujours assez compliqué et ce travail de pitch est très difficile, on le conçoit tous. Bien sûr, il y a la revue des documents support envoyée à la SPC pour les membres du comité de la labellisation. Hein, donc, c'est le dossier écrit dont je vais vous parler. Et votre présentation avec PowerPoint, avec les CV, etc. Donc, tout ça, on vous le reprécisera tout à l'heure. Donc, très clairement, vous candidatez, il y a de la présélection, on vous accompagne, on est dans cette phase-là. Et ensuite, en 4e phase, vous retrouvez le comité national de labellisation. Donc là, on est, alors tout ça est en virtuel, hein, bien évidemment, puisque nous sommes au niveau national. Nous n'allons pas déplacer l'ensemble des participants sur un lieu physique. On va profiter de tout ce que nous avons appris sur l'utilisation exceptionnelle des outils de visio. Donc, ce sera un pitch de présentation par le dirigeant ou l'équipe dirigeante, en tout cas au moins une des personnes, 10 minutes plus 20 minutes, 10 minutes de présentation sans interruption, 20 minutes de questions-réponses. Il y a bien sûr un débrief avec un avis du pôle référent qui vous a aidé, une évaluation, une synthèse également avec les axes d'amélioration et l'attribution ou non du label. Suite à ça, bien évidemment, notre rôle, ce sera de vous mettre en relation. Hein. Là, je vous présente les 4 grandes phases, mais il y a bien sûr une suite à tout cela qui sera de travailler sur votre capacité à rencontrer des investisseurs. Je passe sur le dossier de candidature parce que c'est peut-être des questions que vous vous posez de l'autre côté du tuyau. Donc, il y a une page de synthèse dans ce dossier de candidature. Donc, c'est ce qu'on qualifierait d'exec, hein, si les gens qui connaissent un peu la démarche executive summary, donc une synthèse. Et ensuite, le dossier de candidature, il doit être précis et concis. Parce qu'on ne va pas vous demander de nous rendre un dossier qui fait 20, 30, 40, 50 pages. On n'est pas dans un dossier, on va dire, de projet, peut-être R&D, etc. On est dans un dossier synthétique. On a 3 grandes parties dans ce dossier. Il s'agit de parler de l'excellence, de l'impact et de l'implémentation. Donc, l'excellence, c'est vraiment ma proposition de valeur, mon caractère innovant, ma stratégie de propriété intellectuelle, propriété industrielle, tous les aspects qui vont dire ma solution, mon produit, mon offre, c'est une offre, on produit une solution intéressante, à caractère innovant, fort. L'impact, c'est bien sûr comment vous vous voyez, quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous faites fondamentalement, hein, vos missions, vos marchés, les parties prenantes qui vous aident dans votre démarche, un grand nombre de sujets. L'impact, c'est très très large, mais ça regroupe bien évidemment ce à quoi votre société va contribuer d'une certaine manière et pourquoi d'ailleurs les investisseurs vous aideraient à y contribuer. Le dernier point, c'est l'implémentation, donc c'est vos entreprises, vos partenaires, la stratégie, comment vous allez y aller, le plan de développement, les aspects financiers, les équipes. Extrêmement intéressant et important puisque c'est souvent sur cet aspect-là que les décisions se prennent. Bien sûr, les éléments chiffrés du business plan, les CV des dirigeants, les autres annexes qui vous sembleraient intéressantes de dévoiler. Et bien sûr, le support du pitch deck avec 10 slides maximum. Je vous rappelle qu'on reste le plus concis possible. Dans les comités nationaux, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont participer. On va passer un temps limité sur chaque dossier. Il faut que ce soit clair, rapide, précis. Voilà pour le dossier de candidature. On retrouve dans ce dossier, pardon Stéphanie de te couper, Oui. les 3 items qu'on retrouve classiquement aussi à l'échelon européen, excellence, impact, implémentation. Donc ce travail-là que vous faites pour un dossier de labellisation High France, il pourra vous être utile par ailleurs pour d'autres dossiers. Et vous pourrez aussi, j'imagine, revaloriser certaines candidatures que vous avez pu faire par le passé auprès d'autres dispositifs. Alors, quels sont les premiers pôles impliqués dans la démarche? On va peut-être d'abord parler des échéances, si tu veux bien. Il me semble que c'est dans cette angle-là. C'est même une très bonne idée. Je te rejoins, Pierre, hein, c'est tout à fait juste. Tout ce que vous faites dans un projet de levée de fonds, de toute façon, vous servira pour toutes les parties prenantes. Ça vous sert dans des projets qui soient locaux, nationaux, européens. Ça vous sert quand vous discutez avec un banquier. Il aura le même type de questions.
il voudra voir les mêmes éléments de réponse. Donc, ou même les dossiers que vous faites avec la BPI, bref, pour toutes vos demandes, de toute façon, ce dossier, il existe dans votre vie. Il doit s'améliorer, il doit convaincre, et on est là pour vous aider à le faire. Alors, quelques échéances. Oui. Vas-y, quelques échéances. Quelques échéances. Donc, tout de suite, pour vous mettre dans le vif du sujet, nous souhaitons notre premier comité national de labellisation autour du 15 décembre. On a donné la date du 15 décembre, ça peut être le 14, ça peut être le 16. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas fixé parce qu'il faut quand même regrouper un grand nombre de personnes. Ça veut dire que pour déposer vos candidatures auprès de votre pôle référence, c'est rapide, c'est le 15 octobre, donc c'est dès demain. Hein, c'est dès demain, le 1er octobre, vous pouvez y aller, ou même cet après-midi si vous le souhaitez, si vous êtes déjà convaincu par la démarche. Le deuxième, pour vous donner un peu dans le temps de vision, le deuxième comité qu'on a prévu, c'est autour du 15 mars. De la même manière, préparez-vous, si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, à déposer votre dossier de candidature au plus tard pour le 14 janvier. Donc tout ça est indicatif, mais c'est quand même très précis parce que très vite, on vous donnera la bonne date, la première, hein, autour du 15 décembre, et la deuxième, autour du 15 mars. Et le planning complet de l'année 2022 sera communiqué en décembre, puisqu'on essaiera de faire cela tous les 3 mois environ. On laisse passer un petit peu plus entre… Bon, il y a les vacances, hein, là c'est Noël, entre 15 décembre et 15 mars, donc on verra comment on accélère les choses. Ce sera peut-être tous les 2 mois et demi ou tous les 3 mois. Ça, c'est pour les échéances, pour que vous ayez carrément votre timing devant vous. Et j'aimerais parler des pôles de compétitivité engagés. Il y en a déjà beaucoup qui se sont manifestés, puisque vous le savez, le label UIP existait déjà, certains pôles délivraient déjà des choses. Donc, bien sûr, voilà, vous avez la liste ici, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais Agri Sud-Ouest, bien évidemment, d'autres pôles, alors c'est dans plein de domaines différents, vous le voyez, hein, on est dans l'aéronautique, on est dans l'énergie, on est dans le médical, on est dans le numérique, on est dans les matériaux, on est énormément dans l'agriculture, dans le véhicule, Next Move, c'est l'automotive. Bref, il y a énormément de pôles déjà engagés, donc vous pouvez y aller. Vous avez un référent dans chaque pôle et je pense, et je suis certaine même, qu'il y aura encore beaucoup d'autres pôles. On est une vingtaine, et je pense qu'il y en aura au moins encore une dizaine ou une quinzaine d'autres qui vont nous suivre, voire plus. Et donc, ça fera un vrai maillage au niveau national et on pourra vous aider tous ensemble pour que nos sociétés innovantes soient les plus investies et les mieux suivies par nos partenaires France Invest et France Angels. Justement, voilà Stéphanie, une première question. Comment un pôle de compétitivité peut manifester son intérêt? C'est tout simplement peut-être en contactant High France en la personne de Mélanie, qui du coup nous rejoint pour nous faire un petit coucou. Mélanie qui rejoint l'équipe de la FPC pour animer cette démarche. Mélanie, je te passe la parole pour que tu puisses nous faire un petit coucou avant de continuer le webinaire. Ah, il faut brancher son micro, Mélanie, sinon ça ne marche pas. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon. Super. Bonjour, donc moi c'est Mélanie Dussert, effectivement, je viens de rejoindre l'équipe. Je vais être votre interlocuteur pour toutes les questions que vous allez avoir sur ce label High France. Donc n'hésitez pas, vous avez mon email, donc vous pouvez me poser toutes vos questions. Super, Voilà. et notamment les pôles de compétitivité qui cherchent à s'engager dans la démarche. Mélanie, c'est votre contact national. Pour toutes les questions d'entreprise qui chercheraient à se faire labelliser, la première étape, c'est peut-être de commencer par votre référent local au sein de votre pôle de compétitivité. En tout cas, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir rejoint l'équipe. Et puis, bah, voilà, l'affaire est lancée et on compte sur toi et sur nous pour voilà, dynamiser au maximum cette démarche. À plus tard. À plus tard. Je vais repasser maintenant la parole à Guy et Guy Gourevitch de France Angels et Pauline Roux de France Invest. On a pas mal de questions des participants, mais avant cela, j'ai une question toute simple hein, à vous poser ou à vous reposer à nouveau. C'est quelle est la valeur que vous allez accorder à ce label au regard du processus qu'on vient de vous montrer? Pauline, pour démarrer. Oui, avec plaisir. C'est un label… on va le dire, hein, de tri sélectif, entre guillemets. Et pour nous, c'est le gage de gens avec des expertises industrielles
ou thématiques ou verticalisés qui vont se pencher sur des projets, j'allais dire de façon deep dive, c'est-à-dire vraiment à rentrer dans le détail des choses. Et ça nous permet, nous, derrière, d'avoir cette espèce de label qui va nous aider à qualifier les projets. Peut-être pour illustrer un peu ça, on reçoit dans un fonds d'investissement en capital risque, donc dès l'amorçage, à peu près 3000 dossiers par an chez Elaya. Donc, vous voyez à quel point la labellisation d'une société au sens validant sur la qualité d'innovation et sur la qualité du projet en termes d'ambition, de viabilité économique, c'est des choses qui nous aident parce qu'en fait, on gère une volumétrie entrante de sociétés qui nous sollicitent qui est monstrueuse. Et donc, c'est effectivement très utile pour nous de pouvoir avoir ce label. Et le fait qu'il soit associé au pôle de compétitivité, qui est quand même un peu là où ça se passe en termes d'innovation, pour nous est un deuxième gage entre guillemets, de différenciation des projets qu'on va avoir. Merci beaucoup, Pauline, c'est parfait. Guy, même question. Est-ce que le label AI France, c'est un truc en plus ou ça va devenir vraiment un critère discriminant pour voilà, dans le deal flow des membres de France Angels? Ah, on peut pas dire que c'est un truc en plus, hein. On peut pas dire que c'est un truc en plus. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Bon, j'ajouterais, je rejoins pleinement ce qui a été dit par Pauline à l'instant. Hein. Nous avons, nous aussi, un volume de dossiers entrants qui est tout à fait considérable. Hein. Nos réseaux reçoivent chacun environ 1000 dossiers par an. Bon, donc, alors, il y a des grands réseaux et des plus petits réseaux, mais enfin, vous voyez à peu près la volumétrie, c'est tout à fait considérable. Je ne cache pas hein, à ceux qui nous écoutent que la sélection est sévère, c'est-à-dire que sur 1000 dossiers que nous recevons dans un réseau donné, à la fin de l'année, nous avons investi dans une dizaine ou une quinzaine, hein, ce qui est déjà pas mal. Donc, vous voyez la sélection avec, à chaque étape, des éliminations et des sélections à chaque étape du process. Donc, ce que je peux dire, c'est que le label, d'une part, a deux intérêts pour les investisseurs et pour les porteurs de projets. Le premier avantage, c'est d'accélérer le processus, parce que bien entendu, quand une boîte se présente avec le label iFrance, ça sera pour nous, comme je l'ai dit, un gage de crédibilité et donc une accélération dans les phases préliminaires du process de sélection. On a prononcé le mot de dérisquer tout à l'heure. C'est non seulement le fait de pouvoir dérisquer l'investissement, mais surtout pour nous, le fait de savoir que des experts et des personnes qui travaillent dans le domaine de l'innovation ont déjà expérimenté, je veux dire, et testé la société. Et donc, pour nous, c'est un travail que nous prenons en compte. D'ailleurs, il faudra que non seulement il y ait un label, mais derrière un certain nombre de commentaires sur la qualité et l'estimation des experts des différents pôles pour orienter nos réflexions quant à l'instruction du dossier. Hein, ça, c'est très, très important. Donc, c'est tout le processus, en fait, chez nous, et je pense chez France Invest et chez les fonds d'investissement, qui est à la fois accéléré et revu. Peut-être nous y reviendrons tout à l'heure, mais c'est tout à fait important. Merci beaucoup, Guy. Une autre question peut-être sur votre implication vous-même en tant que France Angels et France Invest dans ce processus et plus particulièrement dans la promotion des entreprises labellisées au sein de votre réseau. Comment ça va se passer concrètement? Côté France Invest, concrètement, les équipes de communication vont avoir une approche et une démarche de diffusion de la qualité de ce label, des critères
peut-être à la fois quantitativement et aussi qualitativement, et donc vont relayer ça à l'ensemble des membres, de sorte que les fonds s'imprègnent, parce que autour de cette initiative, il y a un changement de nom, les gens étaient habitués à EIP, donc il faut réimprégner un peu la communauté des investisseurs de la qualité de ce label, de sa vocation et de ses objectifs. Et puis après, moi ce que je trouve intéressant, c'est que à mesure que l'approche va se développer, ce sera de permettre à certaines sociétés en fait de venir témoigner de ce que leur a apporté ce label, quel type de milestone ça a marqué dans leurs différentes étapes de vie, et notamment au regard du capital qu'elles auront réussi à lever. Et donc je trouve ça toujours très intéressant en fait d'avoir ces espèces de business case et de sociétés qui soient mises en avant, et à ce titre, France Invest pourrait être un bon relais en termes de distribution de communication. Guy, de votre côté? Oui, alors nous avons un petit peu une approche semblable, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les relais de communication que nous utilisons aujourd'hui, le site, les newsletters, les interfaces que nous avons avec les réseaux sociaux, etc., pour promouvoir d'abord auprès de nos membres et auprès des investisseurs le label, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour le label EIP, hein, en les prévenant, en les informant que, bien, chers investisseurs, quand vous voyez arriver une société venant pitcher devant vous, hein, avec un label High France, bien, soyez déjà assurés que c'est un gage de qualité et de présélection qui vous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Hein. Donc ça, nous allons communiquer à travers nos newsletters, à travers, je le dis encore, tous nos interfaces presse et réseaux sociaux pour promouvoir auprès de nos adhérents le label. Ça, pour nous, c'est tout à fait important. Tout à fait important. Oui, et puis avec des newsletters, un peu, j'imagine que France Angels a des newsletters ciblant ces différentes communautés, ces différents écosystèmes que Guy, vous nous avez présentés. Et donc, les entreprises labellisées seront citées dans ces canaux. Voilà. Dernier point, quelles sont vos attentes globalement vis-à-vis de la FPC, vis-à-vis des pôles de compétitivité, vis-à-vis de cette démarche High France? On a parlé tout à l'heure d'exigence. Guy a beaucoup insisté là-dessus. Est-ce que c'est un point sur lequel vous serez particulièrement vigilant? Pauline, pour démarrer? Oui, tout à fait. Pour toujours les mêmes raisons hein, de gestion de cette volumétrie de deal flow, on va chercher à ce que les critères discriminant positivement les sociétés soient élevés. Et ensuite, je pense que ce qui sera important pour les investisseurs en capital privé institutionnel, ce sera d'avoir un accès qui soit qualifié au sens en adéquation avec leur positionnement. On va avoir un certain nombre de sociétés, start-up, PME, ETI, qui vont passer par ces réseaux-là, et du coup, les investisseurs auront besoin de très vite qualifier, est-ce que cette société, elle rentre dans ma stratégie d'investissement, oui, non, est-ce qu'elle est à une étape de développement qui correspond à ce que je cherche, oui, non, est-ce qu'elle lève des montants d'argent qui correspondent à ma capacité de financement et à mes objectifs. Et donc, je pense que un des enjeux va être effectivement cette espèce de plateforme de matchmaking, hein, désolé pour les anglicismes, mais qui permettent de vraiment faire rencontrer les bons projets aux bons investisseurs. Parfait. Écoutez, merci à tous les deux. Ouais, Guy, un complément peut-être, pardon. Oui, simplement, en termes d'exigence vis-à-vis des pôles, je dirais que il ne suffit pas seulement d'avoir le label, mais je dirais il est important de savoir pourquoi ce label a été attribué, quelles sont les estimations qualitatives et quantitatives des experts des pôles. Donc, il nous faut un label précis, hein, je dirais des recommandations. Voilà les raisons pour lesquelles, effectivement, telle entreprise a obtenu effectivement le label, à la fois sur son potentiel et sur ses capacités. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et plus il y aura d'informations
des experts des pôles, plus, encore une fois, le process de décision sera rapide. On va revenir sur cette logique de composition hein, du comité d'experts. On parle de comité d'experts des pôles. Donc voilà, je vais par exemple moi être dans le processus, impliqué dans le processus et dans le comité de présélection en tant que rapporteur d'un dossier. En revanche, pour le comité de labellisation, on va reposer la question à Stéphanie. Là, on aura aussi des comités, enfin des experts institut personnés qui ne seront pas forcément salariés des pôles de compétitivité, mais bien des experts connus à l'avance par les entreprises et qui vont pouvoir aussi qualifier ces dossiers. Justement, on en arrive à cette session de questions-réponses. Donc, je propose à Pauline Capu et Stéphanie de nous rejoindre avec justement une première question pour Stéphanie, s'il est dans le coin. Stéphanie, quel est le délai recommandé? On l'a vu tout à l'heure avec les échéances que tu as présentées, mais quel est le délai recommandé pour initier la labellisation par rapport à la date planifiée de levée de fonds? Ça se joue à quelques mois? Alors ça, c'est une grande question. D'ailleurs, Pauline Roux et Guy Goevich pourront en parler très bien aussi. Je dirais que c'est variable. C'est une réponse un peu de Normand, hein, c'est vrai. Mais dans ce que j'ai vu, puisque je m'occupe de ce sujet d'accompagner les entreprises pour la levée de fonds depuis plus de 10 ans au pôle, je dirais que la moyenne tourne autour de 9 mois. Entre le début de l'histoire et le moment où je lève les fonds. Entre le moment où j'ai décidé que bon, il fallait que j'y aille pour ma levée de fonds, je vais commencer à travailler dessus, je vais être accompagnée, je vais discuter, trouver des partenaires financiers, hein, des investisseurs, discuter avec eux, aller dans les process suivants, la due diligence, enfin, etc. Tout ce qu'il faut pour vérifier un certain nombre de choses et se mettre d'accord. C'est mon expérience, c'est autour de 9 mois en moyenne. Il y a des fois où c'est peut-être 6 mois. J'ai vu le plus court que j'ai jamais vu. Je vous donne le plus court que je n'ai jamais vu dans mon expérience. C'était 4 mois parce que le fonds était déjà bien positionné sur le dossier. On va dire que c'était pas tout à fait de l'amorçage, c'était quand même plutôt du capital risque. La société était déjà un petit peu plus grande. Et le plus long que j'ai vu, alors là, il y a eu multiples discussions, ça devait être autour de 14 mois. Ce qui est très long quand même. Hein, donc, une fois, là, tu précises entre le moment où je commence à amorcer la démarche et le moment où je signe. L'argent arrive sur le compte et où j'ai partagé mon capital, effectivement. Ça, pour répondre plus précisément du coup à la question posée sur le délai du process de labellisation, lui, il s'étale, on a dit, entre Alors, deux lui, fois. Ça, donc, voilà, lui, il est beaucoup plus court, bien évidemment. Là, on ne prend pas en compte les discussions, les négociations qui prennent du temps, les actions de contrôle, les actions de réflexion préalable. Une fois qu'on y va, pour l'accompagnement, je dirais que c'est, en fonction de la maturité, c'est entre 2 et 3 mois. Parfait. Guy ou Pauline, un commentaire? Je ferai juste un petit commentaire. Un de nos grands axes vraiment stratégiques hein, d'orientation est le raccourcissement des délais de décision. C'est extrêmement important, peut-être encore plus important pour nous que pour les fonds d'investissement. Hein. Mais pour nous, en amorçage, en seed, ce qu'on appelle, ou en pré-seed, il est extrêmement important de pouvoir prendre des décisions rapides, à la fois pour nous et pour l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, nous souhaitons, entre le moment où un entrepreneur vient nous voir, un porteur de projet, et la décision d'investissement, je voudrais que la moyenne se situe entre 6 semaines et 8 semaines. Donc ça, c'est quelque chose de... Aujourd'hui, on n'en est pas très loin. Hein. Le temps moyen de décision se situe entre 3 et 4 mois et nous voulons ramener ça à 2 mois aujourd'hui. Et justement, le label, ce type de label, type iFrance, va nous aider à raccourcir les process. De notre côté, on fait une revue évidemment hebdomadaire en équipe de tous les sujets qu'on reçoit. Quand vous allez voir des acteurs institutionnels, en fait, fonction du montant que vous allez solliciter
par rapport à votre étape de maturité, la décision et la prise de décision sera plus ou moins longue. Si vous êtes en phase de préamorçage, ce qu'on appelle effectivement, comme Guy le mentionnait, du pré-seed, et qu'en face de vous, vous avez des fonds qui gèrent des véhicules de 150 ou 200 millions, ils vont être très rapides parce que la taille du ticket qui va être considérée pour être mise chez vous est toute petite à la taille du fonds, donc la prise de risque en termes de pondération aussi est entre guillemets limitée. Donc, on peut aller très vite sur des sujets calibrés de façon courte. Et puis, évidemment, à l'inverse, à l'autre bout du spectre, des gens qui vont avoir ces mêmes tailles de fonds et qui vont regarder des tours de financement de type série B, où là, les tickets vont plutôt être de l'ordre de 7, 10, peut-être 15 millions. Et bien évidemment, on comprend aisément que le niveau d'analyse, d'interaction avec les équipes et la profondeur de ce qu'on va regarder n'est pas tout à fait la même. Il faut que vous considériez que les gens que vous allez solliciter, s'ils vous ont pas répondu sous 15 jours, ça veut dire que c'est non. Alors, c'est pas bien de ne pas répondre. On fait l'effort chez Laïa de répondre à tout le monde. Bon, de temps en temps, il y a un mail qui se perd, ça arrive, mais on répond à tout le monde et on le fait sous 15 jours, 3 semaines maximum, parce que vous êtes dans l'attente de savoir ce que les gens vont vous donner comme feedback. Et c'est super important pour vous de savoir sur quelle base de contact, entre guillemets, un peu plus qualifiée, vous allez amorcer votre processus. Et ensuite de ça, à nouveau, fonction de votre étape de maturité, vous allez avoir des interactions avec les fonds institutionnels qui vont aller de une réunion à 3-4 réunions pour creuser les différents sujets, les aspects commerciaux, les aspects d'équipe. C'est important de rencontrer les gens. Si vous êtes en province, on aime bien aller vous voir dans vos bureaux, s'imprégner un peu de plein de choses. Donc, la durée de votre process, en tout cas de levée de fonds, elle peut être très variable. Maintenant, ce qui est important pour vous, c'est de très vite enlever de votre liste Excel tous les gens qui vous ont pas répondu ou qui sont trop loin d'une conviction suffisamment forte pour vous faire une offre. Parce que ça vous consomme énormément de temps et vous avez plein de trucs à faire par ailleurs. Et donc, il faut essayer de limiter ce temps, entre guillemets, un peu inutile pour que vous puissiez développer votre boîte parce qu'à la fin, c'est quand même le plus important. Les conseils que vous prodiguez là, Pauline, c'est typiquement le genre d'accompagnement que propose un pôle de compétitivité. Justement, vous orienter vers les bons fonds et ce label iFrance, au-delà de la labellisation, il a vraiment aussi vocation à, dans sa phase préalable d'accompagnement par le pôle de compétitivité, à vous faire gagner du temps, justement, dans toutes ces étapes-là. Le label vous permettant d'être peut-être un tout petit peu au-dessus de la pile par rapport aux autres dossiers non labellisés chez des investisseurs. Justement, une question pour Pauline Capu. On est bien d'accord que ce n'est que pour des entreprises, pas des associations, et que pour des entreprises adhérentes d'un pôle de compétitivité exclusivement. Tout à fait. Donc là, on est bien sur le label des pôles de compétitivité. Donc, il faut que les entreprises soient adhérentes d'un pôle de compétitivité, membres de la FPC, pour bénéficier du label iFrance. Stéphanie, une question pour toi sur la composition du comité de labellisation. Qui est ce comité? Est-ce que c'est un comité ad hoc? Est-ce qu'on aura un pool de partenaires? Et est-ce que les entreprises pourront avoir accès en amont à cette liste d'experts au cas où peut-être il y a un conflit d'intérêts? Bien sûr. De toute manière, il faut que l'entreprise sache à qui elle parle. On ne sera pas en physique, je le rappelle, on sera en distanciel. Elle aura les noms des personnes qui seront présentes et la composition sera effectivement chaque fois ad hoc finalement. Il y aura bien sûr le pôle. Les pôles peuvent être très différents puisque chaque pôle peut intervenir. Les co-rapporteurs et les pôles associés seront aussi différents. Donc finalement, il est relativement ad hoc. Il peut y avoir d'autres experts qui sont importants de rajouter dans ce comité. Donc ça, ce sera au pôle référent de le dire. Certains investisseurs aussi pourront être présents. Donc, il est chaque fois ad hoc, en fait. Mais en tout cas, le porteur saura, donc le dirigeant qui présente saura qui est dedans. C'est essentiel pour nous, la transparence. Une question est posée là et je me permets moi-même d'y répondre pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ambiguïté. La question portait, c'est plutôt une réaction à ce que tu disais, Stéphanie, sur les 9 mois. Les 9 mois de délai ne sont pas du tout les 9 mois de délai d'instruction du label. L'instruction du label, ce sera beaucoup, beaucoup plus court. Ce sera, je pense, aux alentours de peut-être 3 mois entre le moment où je dépose mon dossier et un comité de labellisation. Le 9 mois que tu évoquais, Stéphanie, c'est la durée globale
entre le moment où je commence à me dire, tiens, c'est le moment pour moi de lever des fonds, et le moment où effectivement, si j'ai réussi ma levée de fonds, j'ai les sous qui sont déposés sur mon compte en banque. On est bien d'accord? Pourquoi j'ai dit ça, Pierre? Parce que, bien sûr, l'accompagnement, c'est un temps donné. Mais c'est une partie du sujet, l'accompagnement. Il faut absolument que les gens réagissent bien avant. Il faut tirer le coup de feu au bon moment, si je puis dire. Il faut absolument que les gens anticipent ce sujet de la levée de fonds. Il faut qu'ils s'y préparent bien à l'avance. Tout ça, ça ne se fait pas en 3 mois. Il faut plus que nous trouvions des entreprises, ce qui était le cas, qui viennent nous voir, qui nous disent, bah, écoutez, je m'y mets, on est le 30 septembre 2021, je veux l'argent sur mon compte le 31 décembre 2021. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il y a un temps qui est assez long finalement, et il faut absolument que les gens qui veulent lever des fonds s'imprègnent de ce temps assez long. Il faut réfléchir tout ça bien avant et commencer au bon moment, et l'accompagnement, lui, est beaucoup plus contracté. C'est tout à fait normal. Et cet accompagnement vous permet justement d'accélérer probablement ces étapes, en tout cas cette durée, ou raccourcir ce délai de 9 mois, parce que nous, on sait ce qu'on fait dans l'accompagnement à la levée de fonds. Et en plus, on l'a dit, une entreprise labellisée, a priori, a plus de gages, apporte des gages de confiance aux investisseurs. Et donc, du coup, les délais d'instruction côté investisseur peuvent être probablement un petit peu raccourcis. Une question pour Pauline Capu, quelle est la durée de validité du label? Est-ce plusieurs années? Est-ce que c'est un label avec un millésime? Comment ça marche? Pauline Capu, ouais. Oui, alors là-dessus, on n'a pas encore complètement statué, mais a priori, ça sera associé à une année. C'est-à-dire que ce sera le label de telle année et ça donnera le droit à être pris en compte, mais en tenant compte de l'année d'obtention. C'est ça. Donc en fait, pour répondre aussi à une réponse complémentaire, il n'y a pas de durée de péremption du label. En revanche, chaque label est millésimé. Et donc je suis labellisé en 2021. Si je fais une levée de fonds en 2024, peut-être que Pauline et Guy se diront, attendez les gars, il s'est passé beaucoup de choses probablement entre 2021 et 2024. Voilà. Donc à chaque label, une année. Et donc le France Invest, France Angels et leurs membres seront attentifs à savoir à quelle année et à quelle date le label a été délivré. On n'est pas labellisé pour une année donnée, pour une durée donnée. Par contre, voilà, encore une fois, il y a un millésime à ce label. Une question aussi pour Stéphanie. On est bien d'accord que la labellisation en tant que telle, elle n'est pas payante. C'est bien l'accompagnement par le pôle de compétitivité en tant que tel au préalable qui vient s'insérer dans le modèle économique de chaque pôle. Et cet accompagnement, il apporte de la valeur. Et donc, c'est une rémunération complémentaire à la cotisation de base d'un pôle de compétitivité. Oui, c'est une opération, c'est des actions, c'est des services que font les pôles de façon individualisée pour un membre. À partir du moment où on travaille de manière individualisée pour un membre, c'est la règle dans tous les pôles, bien évidemment, le temps qu'on passe, l'accompagnement qu'on va faire, le fait d'être longtemps derrière une société pour l'aider dans un sujet, c'est cet accompagnement qu'il faut, d'une certaine manière, il faut y contribuer à cet accompagnement. Et donc, c'est ça qui peut être payant dans les pôles et qu'on recommande de monétiser tout à fait, puisque c'est du temps passé individuellement. Ce n'est pas le label en tant que tel, c'est l'accompagnement. Ok, une dernière question peut-être pour Guy, parce qu'il y a une incompréhension sur le 1 euro investi par un BA débloque 3 euros par effet levier. D'où viennent les 2 euros supplémentaires? C'est juste le fait que, du coup, il y a une banque qui, du coup, peut investir aussi aux côtés d'une entreprise, parce que là aussi, finalement, avoir un BA à ses côtés comme un label, c'est un gage de crédibilité de votre dossier. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire d'où viennent les 2 euros supplémentaires? Ils viennent d'un certain nombre d'acteurs du financement d'amorçage. Bon, d'abord, il faut savoir que les réseaux les plus importants ont créé eux-mêmes des petits véhicules d'investissement qu'on appelle des SIBA, des sociétés d'investissement de business angel, qui viennent finalement co-investir et abonder l'investissement qui a été fait par un réseau, avec des tickets qui peuvent être plus importants que les tickets individuels de business angel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des fonds de co-investissement publics-privés, en général régionaux, qui investissent très volontiers avec nous, en général pari passu, ce qu'on appelle, c'est-à-dire finalement, une fois qu'on a fait une instruction, on a une certaine valorisation de la société,
des conditions de gouvernance ou de participation aux instances de type comité stratégique, par exemple, des conditions de cession de titres, et finalement, ces fonds et ces acteurs sont très contents de pouvoir investir exactement de la même façon que nous. Je veux dire par là qu'une fois qu'on a fait une instruction, on n'en refait pas encore une deuxième ou une troisième. Hein. Donc vous pouvez avoir plusieurs co-investisseurs dans votre société en ayant fait une seule instruction qui est celle des business angels. Et enfin, je dirais que les banques, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être évidemment beaucoup plus enclines à accorder des prêts, de la dette aux entreprises une fois que les fonds propres ont été renforcés, bien entendu. Donc, tout ça fait que on voit que les sociétés sont de fait investies x3 par rapport à ce que nous mettons. Voilà, j'espère que j'ai répondu clairement à la question. Mais parfaitement. Merci à tous. On a globalement répondu à l'ensemble des questions posées par les participants. Dans tous les cas, on est là, nous, le pôle de compétitivité. Pauline, je te laisse le mot de la fin, Pauline Capu, pour voilà, revenir sur quelques messages clés et les takeaway messages. Alors, le mot de la fin, c'est déjà de vous remercier les participants nombreux aujourd'hui à ce webinaire, qui sera enregistré et qui pourra être rediffusé auprès de ceux qui n'auraient pas pu être présents. Remercier bien sûr nos intervenants. Donc, merci à nos partenaires, France Invest, France Angel, Pauline, Guy, pour vos interventions vraiment précieuses aujourd'hui. Stéphanie qui pilote le groupe de travail, et puis toi, bien sûr, Pierre, pour l'animation de ce webinaire. Donc, on croit très fort en ce label et en l'accompagnement des pôles. Donc, notre enjeu, c'est vraiment de faciliter la rencontre entre les startups, les PME innovantes, des pôles de compétitivité et leurs investisseurs. Et on est sûr que le label accompagnera avec succès ces rencontres. J'imagine qu'il y a encore plein de questions qui peuvent surgir. Donc, pour cela, bien sûr, vous rapprochez de vos contacts au sein des pôles de compétitivité. Et puis, il y a également Mélanie Dussert qui s'est présentée tout à l'heure et qui va assurer la coordination. Donc, il peut aussi être le relais auprès des différents contacts identifiés au sein des pôles. Donc, pour cela, la contacter sur l'adresse qui est affichée à l'écran, donc ifrance@afpc.eu. Et puis enfin, je rappelle la première échéance du 15 octobre pour déposer vos candidatures. Donc, comme le disait Stéphanie, dès cet après-midi, dès ce midi, c'est possible. Voilà, merci à tous. Merci à tous, merci à vous les intervenants, merci à vous les participants, on était plus d'une centaine. Et donc, merci surtout de bien vouloir répondre à l'enquête de satisfaction qui va se débloquer dans 30 secondes. Poser 3 questions, 3 réponses rapides, ça nous sera utile pour améliorer la démarche et qualifier l'intérêt que vous portez à cette démarche de labellisation High France, le label des entreprises innovantes, des pôles de compétitivité dans lequel investir. Merci beaucoup et puis donc à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. High France, le label des entreprises innovantes dans lesquelles investir.